Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de quoi faire lorsque l'on fait face à un plateau. Comment s'adapter lorsque l'on est dans cette période de stagnation et qu'on aimerait continuer à faire des gains mais que notre corps nous dit « Ah, je crois que tu as tout maximisé ». J'ai quelques astuces pour vous ici. Dans ce deuxième temps on va parler de colonne vertébrale. Quoi faire lorsque l'on a mal à la colonne vertébrale, à un endroit bien précis ou que l'on a été diagnostiqué avec un nom qu'on a attribué à cette douleur au niveau de la colonne vertébrale. Et finalement, je vais m'adresser à tous les jeunes coachs ici, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que parfois on emporte ces différentes erreurs que l'on commet. Effectivement, on va parler des erreurs que l'on commet en tant que jeune coach. Donc les amis, épisode intéressant, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Mais avant toute chose, on va parler des news de la semaine. Première news de la semaine, c'est que les amis, je suis extrêmement heureux de vous annoncer que on a officiellement l'ouverture, aujourd'hui même à la sortie de ce podcast, le jeudi 19 septembre, l'ouverture de la 9e vague de mon programme Mentorship. Ça fait plusieurs années maintenant, 9e vague déjà. Franchement, à chaque fois, j'y crois pas. Je me dis, c'est incroyable. Plus de 500 participants ont été formés par cette formation de mon mentorat où je partage toutes mes connaissances. Et là, on a officiellement les inscriptions qui vont ouvrir. J'ai des demandes depuis des mois. Les amis, ne tremblez pas. Aujourd'hui, à 18h, les inscriptions seront ouvertes sur mon site. Donc, toutes les informations vont être dans la description. Les places sont limitées. Donc, il faudra sauter sur l'occasion. Et du coup, je tiens à remercier tous les participants qui sont venus clôturer leur formation de l'année 2024. C'était magnifique. On avait 2 vagues. On était 70 cette fois-ci. On a dû limiter les places. L'année dernière, on était 140. Donc, on a dû faire 2 séminaires carrément. Donc, voilà, c'était extraordinaire. Vraiment bien. Toujours une bonne énergie. Le séminaire, il est essentiel. Si vous participez vraiment à ce programme Mentorship, eh bien, je vous inviterai à venir au séminaire. Un échange qui est franchement imbattable à chaque fois. Hein. On marque l'histoire et on l'a fait encore une fois. Donc je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui se sont déplacées et ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Eh bien, on se verra l'année prochaine, je l'espère. Donc profitez-en, les inscriptions seront ouvertes aujourd'hui. Foncez directement sur mon site. Toutes les informations seront bien entendu dans la description et en tout temps dans ma bio Instagram. Sinon les amis, continuons avec les news de la semaine un peu plus drôles cette fois-ci. On a Shannon Sharpe qui était live il y a quelques jours sur Instagram et c'est devenu vraiment une scène de comédie partout sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Shannon Sharpe, c'est une figure emblématique du monde du sport aux États-Unis. C'est un ancien joueur de foot américain qui s'est ensuite converti en tant que présentateur et vous l'avez peut-être vu sur sur YouTube, sur des réels sur Instagram ou autres, des épisodes où il parle justement, où il échange avec son commentateur, avec un autre host sur un plateau TV. Et récemment, il a décidé de quitter son job en tant que commentateur et a lancé son podcast qui fait fureur. Il a entre autres eu une interview avec Cat Williams, un comédien très connu aux États-Unis, l'un des meilleurs, un des GOATs selon moi. Et cette interview a été virale parce qu'il a dit plein de trucs, Cat Williams. Et du coup, voilà, je vous invite à aller les checker si vous êtes un peu dans la culture, si vous êtes dans ce monde de la comédie, du sport, ça peut être intéressant pour vous. Mais quoi qu'il en soit, Shannon Sharpe, eh bien, il était live sur Instagram pendant que il faisait ses trucs privés. Vous voyez de quoi je parle, hein? Il a mis, on voyait pas bien entendu, mais on entendait. Et on entendait lui qui avait justement cette interaction sexuelle avec sa partenaire et c'était live. Et du coup, c'est devenu un truc assez drôle parce que ensuite il a soi-disant dit que son compte a été hacké. Et ça a été une polémique, on a vu plein de mimes partout. Et ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'était même pas cette polémique en soi, c'est le fait que directement après, le gars a créé du merch. Donc il a commencé à vendre des t-shirts et ça se vend. Les Américains sont trop forts. Le capitalisme est poussé vraiment à l'extrême. Une situation qui, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais qui pourrait être déplorable en surface, eh bien il a transformé ça en business. Et je trouve que ça, vraiment, les Américains sont trop forts. Donc les amis, si vous voyez votre gars qui est suisse, qui met un petit live pendant qu'il fricote, peut-être qu'il y a du merch qui sort après. Je sais pas. Hey, we going live, baby. Les Américains, c'est une série télé, ce pays. Incroyable. Sinon, Gatorade a lancé un nouveau projet qui consiste à ils ont créé un moniteur, je crois que ils sont au début de cette campagne-là, mais un espèce de moniteur comme les glucose moniteurs qu'on arrive à mettre sur la peau, qui nous permettent de traquer cette fois-ci les électrolytes. Donc vous connaissez tous la marque Gatorade, qui est ces boissons colorées qui ont été popularisés justement pour amener ces électrolytes, les électrolytes qui sont nécessaires justement pour la performance.
et que beaucoup d'athlètes utilisent, et c'est pour ça que c'est sponsorisé également par Powerade, Gatorade, dont plusieurs tournois aux États-Unis, en Europe, etc. Donc ça amène ces électrolytes qui sont nécessaires à la performance, comme je l'ai dit, et du coup ils ont lancé ce moniteur qui permet de traquer directement à travers une application lorsqu'on est en manque de certains électrolytes, du coup ce qui nous pousserait à consommer bien entendu ces électrolytes à travers le Gatorade entre autres. J'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai checké, je me suis dit ah tiens, ça c'est un truc qui pourrait être pertinent, parce qu'effectivement beaucoup d'entre nous ne consommons pas assez de certains électrolytes. Du coup, il serait intéressant de traquer le tout. Je suis allé sur le site, j'ai essayé de commander directement dès que j'ai vu rupture de stock. Tout est parti, tout a été vendu. Donc, on verra ce qu'il en adviendra. Je pense tester la marchandise et je vous ferai un petit feedback. En tout cas, aux États-Unis, c'est apparemment assez populaire avec un premier lancement. On verra ce qu'il en adviendra. Sinon, dernière news de la semaine, on a eu une YouTube ban. Donc, YouTube qui a décidé de restreindre le contenu fitness pour les adolescents. Et la raison de cette restriction, c'est qu'ils cherchent à améliorer la self-esteem, l'estime de soi de ces jeunes adolescents qui parfois peut être atteinte par ces images de corps qui ont l'air parfaits, etc. Donc voilà, je sais pas vraiment quoi est-ce qu'il faut penser de ça. Je pense qu'encore une fois, c'est un combat qui paraît noble en surface, mais je sais pas si on est vraiment en train d'aider les gens. Alors, vous me direz, oui, c'est bien parce que au final, les gens doivent voir des corps qui sont représentatifs de la vérité, de ce à quoi ils peuvent atteindre. Mais en même temps, moi, j'ai une mentalité un peu différente. J'ai une mentalité qui est axée croissance, où je me dis, j'ai envie de voir l'excellence. Même si je n'y arriverai pas, eh bien, ça me motive à aller dans cette direction. Et j'ai pas envie de voir des gens qui ont forcément un physique moyen comme étant affiché, comme étant l'excellence ou ce qui va être... ce qui va chercher à être en avant de la scène, alors que pour moi, on devrait aspirer à être excellent. Voilà, c'est mon point de vue. Encore aujourd'hui, à 33 ans, eh bien, je cherche à avoir le physique de Sangoku, de DBZ. Pour tous les fans de DBZ, je sais que je n'arriverai jamais à avoir ce physique. Mais les amis, j'aime garder ça en tête. Et j'ai pas pour autant fait une pétition en disant j'ai envie qu'on enlève DBZ parce que c'est impossible ce physique. J'aime pas ce physique, on va l'enlever. Donc voilà, je suis un peu perdu parce qu'en même temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des drogues anabolisantes, etc. et qui mentent sur l'utilisation de ces drogues. Et du coup, ça amène pas mal de confusion parce qu'on se dit, ah, je peux atteindre ce physique sans prendre de drogue, ou d'autres se disent ouais, je suis obligé de prendre des drogues. Enfin bref, c'est un monde qui est un peu malsain. C'est ça le paradoxe du fitness, c'est que on a un monde qui à la base est sain. On est là pour aider les gens à améliorer la santé des gens, mais comme on est aussi dans une industrie qui pousse le tout à l'extrême et qu'il y a un pouvoir financier à chaque fois, une influence financière, je devrais dire, eh bien, on se retrouve dans ces extrêmes qui peuvent être néfastes à notre santé, alors qu'à la base, c'est quelque chose qui est censé être bon pour notre santé. Mais les amis, nous, c'est pas notre cas parce que c'est le K-Swiss Show. On est drug free, on a un esprit de croissance et on cherche à aller dans la bonne direction. Donc, cherchez à être la meilleure version de vous-même. C'est ça le mot d'ordre. Ne vous comparez pas aux autres en vous tirant vers le bas. Cherchez plutôt à extrapoler ce qu'il y a à extrapoler chez ces gens-là qui sont au-dessus de vous, peu importe ce qu'on cherchera à contextualiser ici, et ensuite appliquer ces leçons-là pour devenir une meilleure version de vous-même. J'espère que ce message a été bien communiqué ici. Quoi qu'il en soit, les amis, passons à l'aspect technique des choses. On va commencer avec la première question. Alors, j'ai regroupé aujourd'hui les questions un peu sous des thèmes parce que j'en reçois souvent qui sont très similaires. Du coup, la première question est: quels sont les meilleurs moyens de progresser quand on a atteint un plateau en musculation? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient de manière récurrente et j'ai déjà abordé ce sujet maintes et maintes fois. Un plateau, qu'est-ce que c'est? C'est une phase de stagnation. Ça arrive. On s'entraîne, on suit un programme et du coup, eh bien, on voit que on a fait du progrès au début, mais là, il n'y a plus de progrès. J'arrive plus à lever plus de poids. Je sens que mon physique ne change pas. Je ne perds pas de poids. Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, mon programme fonctionnait bien. Et je le dis à chaque fois, ce qui vous a amené du point A au point B n'est pas ce qui vous amènera du point B au point C. Pourquoi? Parce que le corps est une machine qui est extraordinaire, qui a la capacité de s'adapter. Et en s'adaptant, on cherche à combattre une loi biologique qu'on appelle la loi de l'accommodation, qui stipule simplement que lorsque l'on répète le même stimuli, donc le même stress, parce que lorsqu'on s'entraîne, eh bien, on place un stress sur nos tissus, le corps va s'adapter. Et en vrai, le corps, il a 3 options qui s'offrent à lui. Je le répète à chaque fois à tous ceux qui viennent à mon programme Mentorship, entre autres, et vous le saurez également. Le corps, ou nos tissus de manière générale, eh bien, il peut soit s'adapter, c'est-à-dire qu'il va devenir meilleur en répondant à cette stimulation-là, soit il va stagner, donc il se dit, ok, l'énergie que tu m'envoies, j'ai compris, je connais ce signal, ça reste dans ma zone de confort, j'ai rien à changer.
Parce que votre corps ne change que s'il ressent la nécessité de changer. Donc on doit le challenger d'une façon à ce qu'il se dise ah, tu vois, j'ai pas assez de ce truc-là, je n'ai pas assez de cette qualité-là, de ces tissus-là, par conséquent, je dois créer plus. Mais si vous lui donnez assez le confort, voilà, vous le laissez dans cette zone de confort où certes il y a un certain niveau d'effort, mais pas assez pour créer ce changement-là parce qu'il s'est habitué, on s'habitue même dans l'inconfort, eh bien, il dit, bah, c'est bon, je reste dans ma situation-là, ok? C'est ce qu'on appellera donc l'accommodation. Et finalement, la troisième issue qui s'offre à nous, eh bien, c'est l'explosion, c'est-à-dire la blessure ici, métaphoriquement parlant. On envoie trop d'énergie sur certains tissus, on répète un stress qui est toujours le même. Du coup, le corps, il n'a pas assez de temps, il reçoit ce stress, mais en même temps, on ne lui laisse pas assez de temps pour récupérer. Bam, trop de tissu envoyé trop d'énergie envoyée sur le même tissu, bam, ça explose, c'est la blessure. C'est également ce qu'on appelle les blessures à l'usure. On utilise toujours les mêmes lignes de tissu, toujours le même stress répété. Au bout d'un moment, le corps ne peut pas continuer à s'adapter. Si il n'y a pas ce processus de récupération qui est bien orchestré, eh bien c'est là que éventuellement les blessures peuvent s'installer. Donc, lorsqu'on comprend ça, qu'est-ce que l'on comprend? On comprend qu'on doit créer des changements au sein de nos programmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand j'ai créé ma gamme de programmes fitness ou peu importe ce qu'on fait, eh bien, on veut toujours avoir une continuité. Un programme, c'est quelque chose que l'on fait toute l'année qui doit être cyclé. Maintenant, la prochaine question qui vient en tête, c'est qu'est-ce que l'on doit cycler? Et là, il y a plusieurs variables avec lesquelles on peut jouer. La première variable avec laquelle on peut jouer, eh bien, c'est simplement la sélection d'exercices. Beaucoup vont à la salle et font toujours les mêmes exercices. Toujours le même squat, toujours je fais le même échauffement sur le tapis de course, ensuite le même squat, ensuite la même fente, ensuite la même machine, etc. Certes, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. D'accord? Pour les raisons que j'ai expliquées auparavant. Variez votre sélection d'exercices, c'est-à-dire qu'on peut changer complètement d'exercice. J'entends par là le fait de changer de pattern de mouvement. Au lieu de faire un squat comme exercice principal, votre jour 1, eh bien vous allez faire un deadlift, ok, ou une autre variante que vous désirez faire à ce moment-là. Ça, c'est une option lorsqu'on parle de sélection d'exercices. La deuxième option, eh bien, c'est de simplement changer la variante de l'exercice. Et le changement de cette variante va amener le changement d'autres variables que je voulais mentionner également, qui est de changer le placement de vos articulations dans l'espace. Exemple, je prends un squat. Jour 1, c'est ce que je fais d'habitude, je décide de changer mon back squat classique. Et là, je décide de faire un box squat avec une box qui est relativement basse. Du coup, je dois écarter mes pieds, j'ai plus le même positionnement au niveau de mes pieds, j'ai plus le même mouvement de hanche exactement au niveau, le même mouvement de levier, pardonnez-moi, au niveau des hanches et au niveau de mes genoux. Ce qui fait que je vais recruter des lignes de tissu qui sont légèrement différentes. Vous voyez qu'ici, on a toujours une pattern de squat, mais on a un placement qui est différent. Donc, on a changé la variante de l'exercice. Donc, deux options que vous voulez garder en tête ici. La troisième variable que vous voulez manipuler est le placement de la charge. Et ça, je me tue à le répéter à chaque fois. Vous n'allez pas recruter exactement les mêmes lignes de tissu. Votre corps ne va pas s'organiser exactement de la même façon en fonction du placement de votre charge. Lorsque vous faites une fente et que vous tenez une haltère dans chaque main, ça va recruter certains tissus d'une certaine façon. Lorsque vous utilisez uniquement une haltère, on va recruter certains tissus plus que d'autres. Si on utilise l'haltère de l'autre côté, pareil, d'accord? Donc vous l'aurez compris, on doit jouer avec tout ça. Donc là, j'ai donné 3 positionnements qui peuvent être utilisés. La barre sur le dos, donc en position de back rack. La barre à l'avant en position de front rack. Maintenant, encore une autre variable qui peut être intégrée, et le tout est intimement lié ici, va être l'utilisation de différents outils. Utiliser différentes barres. Lorsqu'on utilise une barre conventionnelle, une barre d'haltérophilie avec laquelle on va faire son squat, eh bien, on ne va pas s'organiser exactement de la même façon que lorsqu'on utilise une safety bar par exemple. Donc vous voyez, il y a différents types de barres que l'on peut utiliser, différents outils que l'on peut utiliser, des kettlebells, des haltères, etc., etc. Donc plusieurs variantes qui s'offrent à vous avec différents outils, avec différents placements. Et maintenant, une autre variable qui peut être intéressante, eh bien, c'est de varier les intensités. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui est très négligé, principalement chez les pratiquants de musculation qui restent dans des rangées de répétitions qui sont toujours les mêmes. C'est là que je vous invite à travailler avec des intensités qui sont plus élevées, des intensités qui sont plus basses, d'accord? Donc si vous avez l'habitude de travailler toujours avec votre 8 à 12, eh bien commencez à travailler avec vos 5, votre 4 à 7 reps, ça va devenir super intéressant, vous allez continuer à construire du muscle, éventuellement travailler avec des intensités plus élevées, faites des 20 reps, faites des squats avec 20 répétitions, vous allez voir que ça brûle, ça va vous stimuler, etc. Tout fonctionne. Tout fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que je trouve assez drôle parfois quand il y a ces discours de certains
camps qui vont se positionner en disant ouais, ça sert à rien de faire des répétitions élevées, vous faites des répétitions basses. Non, hey, pour un même exercice, eh bien c'est une variable que l'on peut manipuler justement pour créer cette nouvelle stimulation, pour créer une certaine adaptation. Ok, donc gardez ça en tête, c'est ce que vous voulez faire et voilà pourquoi il est important de cycler ces entraînements. Personnellement, avec la population plus avancée, j'aime travailler avec des cycles de 3 semaines pour la population générale et même pour les avancés. 4 semaines, ça semble être le sweet spot selon moi. Je sais qu'il y en a qui vont plutôt prêcher le même programme pendant 5 à 8 semaines. Pour moi, c'est vraiment trop et on enlève encore plusieurs aspects qui font ou qui créent l'appréciation du programme en plus de toutes les adaptations physiologiques qui doivent être prises en considération. Donc voilà ce que vous voulez garder en tête. Suivez un programme bien structuré, cyclez les différentes variables que j'ai mentionnées. Et la dernière variable qui est très importante, que je garde pour mon programme Mentorship, où je vous dévoile tous les secrets à tous les professionnels parce qu'il faut savoir l'orchestrer, eh bien c'est de rajouter du travail articulaire. Parce qu'en rajoutant du travail articulaire, ça va vous permettre d'avoir accès à plus de tissus qui va vous permettre ainsi de développer plusieurs qualités. Donc gardez ça en tête, ce sont les variables que vous voulez manipuler si vous êtes dans cette phase de stagnation. Finalement, en dehors de l'entraînement, eh bien, il y a l'aspect nutrition que l'on pourrait considérer également. C'est à ce moment-là où on aimerait éventuellement manipuler ce que l'on consomme. Ça peut être, encore une fois, et il y a plein d'axes qui peuvent être considérés ici. La répartition de nos nutriments, éventuellement si on n'a pas assez de protéines, si on mange pas assez de glucides, plus de graisse, etc. D'accord ? Ou la quantité de manière générale, c'est le moment de créer un déficit ou de créer un léger surplus en fonction du contexte. Quel contexte pourrait être pertinent ici ? Imaginons que je cherche à développer ma force. Ok, je vais travailler avec des intensités plus élevées, donc des 3 à 5 RM, etc. Avec des exercices qui demandent pas mal d'intensité. Et cool, c'est là où je vais créer un surplus calorique. Je me dis, je vais augmenter de 10-15% ma consommation totale. Et je vais favoriser l'apport en glucides, les sucres, etc. Parce que ça va être le carburant nécessaire pour que je puisse performer à la salle et ainsi surpasser ce plateau, cette période de stagnation. J'espère que c'est clair pour vous ici. Quelques astuces à considérer. Si vous faites mon programme Hybride Strong, Hybride Performance, je vous apprends un peu tout ça. Donc gardez ça en tête, ça peut être quelque chose de pertinent. Maintenant, deuxième question qui a été posée par Georges ici, et qui touche malheureusement beaucoup de personnes. Salut Kevin, tout d'abord, je tenais à te remercier pour tout ton contenu, un vrai game changer depuis des années maintenant. Ma question est la suivante. J'ai été diagnostiqué avec une discopathie L5-S1 qui me procure des douleurs en bas à gauche de mon dos depuis maintenant 2 ans. J'ai essayé pas mal de choses, travailler ma mobilité de hanche, notamment en rotation interne, l'ouverture, le travail de la colonne thoracique, etc. Ça m'a permis de diminuer les douleurs, mais rien ne m'a permis de guérir encore. Que penses-tu qu'il me manque pour guérir de cette douleur au dos complètement ? Merci à toi. Ok Georges, très bonne question ici que j'ai sélectionnée parce qu'elle me permet de mentionner plusieurs aspects qui sont souvent négligés et de féliciter également les choses qui ont été considérées qui peuvent être également un game changer à un certain degré. Parce qu'une équation, il faut la voir de manière complète. Et là, on a une partie de l'équation, on n'a pas l'autre partie de l'équation. Donc déjà, essayons de considérer ce que Georges a fait de juste ici. Et tous ceux qui sont dans cette catégorie, eh bien, j'espère que ça pourra vous aider. Le truc que Georges a fait dans un premier temps, c'est qu'il s'est dit, ok, moi j'ai mal au bas du dos. Le L5-S1, c'est un grand classique. Beaucoup de gens qui souffrent de douleurs à ce niveau-là. Là, on a une imagerie, donc on sait qu'il y a un problème structurel. Parfois, les douleurs ne sont pas liées au problème structurel. On ne peut pas s'assurer à 100% que la structure soit la cause de la douleur. Quoi qu'il en soit, c'est une information pertinente que l'on peut prendre en considération. Et du coup, ce que Georges s'est dit, c'est je suis peut-être limité au niveau de ma mobilité, ce qui a créé des compensations et ce qui a éventuellement créé cette douleur ou cette dégénérescence au niveau de ces tissus-là. Et du coup, travail de hanche, travail de mobilité, donc au-dessus de la colonne vertébrale. Et effectivement, c'est la bonne approche à prendre. Okay, vous devez considérer les autres articulations qui pousseraient éventuellement cette articulation qui est endommagée à compenser, à faire le taf, à faire le boulot des autres articulations qui ne fonctionnent pas bien. C'est le truc que vraiment vous voulez garder en tête. Et ça, c'est une très bonne approche. Donc, félicitations pour ça. Et comme Georges l'a mentionné, eh bien, je vois que les choses s'améliorent. Et pourquoi les choses s'améliorent ? Parce qu'au final, on enlève une charge conséquente qui était auparavant placé sur cette colonne vertébrale, sur ces disques de la colonne vertébrale. Donc là, très bon taf, hanche, très bien, et colonne vertébrale thoracique. Donc apprendre à segmenter sa colonne vertébrale thoracique, c'est super important parce que la colonne vertébrale thoracique, eh bien, on parle ici de la plus grande quantité de vertèbres que l'on a au niveau de la colonne vertébrale. Et du coup, c'est une des parties qui devrait être capable de bouger le plus. Et on doit développer cette mobilité-là, cette capacité à bouger au niveau de cette colonne vertébrale. Or, figurez
figurez-vous que c'est la partie que la plupart des gens n'arrivent pas à bouger. Donc très bonne option qui a été considérée ici. Mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'une partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation à faire en parallèle, eh bien, c'est de cibler directement les tissus qui ont été endommagés. Donc cette dégénérescence structurelle, pardonnez-moi, eh bien, elle doit être traitée. Le corps s'adapte. Lorsque vous envoyez un stress, un signal de force à vos tissus, eh bien, tous les tissus s'adaptent. Je le répète depuis plusieurs années maintenant. Exactement depuis 2015, 2016. Donc bientôt on va fêter les 10 piges de ce discours qui se répète mais qui doit continuer à être répété. Quoi qu'il en soit, on envoie un stress sur nos tissus s'adaptent, les muscles s'adaptent et ça, on est tous conscients de ça, mais les ligaments, les os, les capsules articulaires, les tendons, etc., tous les tissus s'adaptent, ok? Du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est quoi? C'est envoyer un signal de force au niveau de cette zone-là, au niveau de ces tissus qui sont dégénérés, et ça inclut également les disques, du coup, pour que le corps reçoive cette information et se dise « Hey, je vais créer du meilleur disque, je vais créer du meilleur tissu. » Parce que figurez-vous que ces tissus s'adaptent également. Donc voilà ce que je t'inviterai, Georges, à faire. C'est très flou ici. Voilà pourquoi je vous invite à travailler avec un professionnel compétent, mais cibler cette partie-là de la colonne vertébrale. Essayez de trouver ce qui réplique la douleur, c'est-à-dire la direction qui va répliquer la douleur, le mouvement qui réplique la douleur. Essayez d'identifier les positions qui vous font du bien et essayez d'envoyer ce signal de force qui va être adapté. Et ce signal de force doit être adapté, j'insiste. Et par adapté, j'entends que l'intensité doit correspondre à la tolérance des tissus à l'heure actuelle. Et à partir de là, eh bien, progressivement, on va rajouter un peu plus de force. Et c'est là que malheureusement, dans l'industrie, on fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de professionnels font des erreurs où ils ne pensent qu'en exercice et donnent des exercices aléatoires. Le problème, lorsqu'on donne des exercices aléatoires, c'est qu'on ne comprend pas fondamentalement pourquoi les exercices ont été créés. Les exercices ont été créés pour filtrer un stress sur certains tissus. Et malheureusement, on nous donne des protocoles en disant « Hey, fais cet exercice-là, puis cet exercice-là pour la colonne vertébrale. » Malheureusement, on n'arrive pas à quantifier exactement la quantité de force qui est appliquée sur nos tissus. On ne sait pas si on est en train de cibler exactement les tissus qui sont propres au client, parce que le dos, c'est plein de trucs, ok? Douleur au dos, c'est plein de trucs. Par conséquent, on doit être capable d'être le plus précis possible. Et un professionnel compétent devrait être capable de vous guider là-dessus. Donc, Georges, ce que je t'invite à faire, vu que c'est toujours complexe et on parle de choses en particulier, si on ne peut pas travailler avec moi directement, eh bien, je serais ravi de te conseiller certains coachs, kinés, thérapeutes qui se sont formés avec moi, qui ont fait mon programme mentorship. Envoie-nous un email, dis-nous dans quelle région tu es. On enverra également les ressources nécessaires pour trouver un professionnel dans ta région qui saura te guider dans ce processus-là. Mais tu as déjà une partie de l'équation et ceux qui sont dans cette situation, j'espère que ça pourra vous aider. Finalement, question numéro 3. Donc je l'ai dit, Georges, j'envoie cet email. L'email c'est move, move-365, outlook.com et on t'enverra un professionnel compétent dans ta région si je ne peux pas t'aider moi-même parce que ça demande un peu d'expertise quand même. Question numéro 3. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les jeunes coachs sportifs commettent au début de leur carrière? Alors, je trouvais que c'était une question qui était très intéressante parce que j'ai moi-même été jeune coach sportif. Je croyais tout savoir, je croyais avoir vraiment les solutions à tout parce que j'avais fait une formation, une autre formation, etc. Et puis au final, les amis, avec plus de 10 ans de carrière à l'heure actuelle, eh bien, je peux vous dire que j'en ai fait des erreurs. J'en ai fait des erreurs. Et du coup, je vais commencer avec la première erreur que la plupart des coachs font, qui est, selon moi, c'est de ne pas s'entourer de mentors. Je le dis et je le répète. À l'âge de 20 ans, quand j'ai décidé de transitionner dans cette carrière-là, je me rappelle avoir lu un livre de Robert Greene, qui est d'ailleurs peut-être là, voilà, ceux qui le verront sur la vidéo ici, Mastery. Et ce livre n'est pas très bien, mais il m'a appris certains trucs qui étaient intéressants. Le premier truc qu'il m'a appris, c'est que la société nous éloigne de cet instinct animal qu'on a à la naissance. On a tous un truc, on est plus amené à avoir, à cause de notre trait de caractère, un comportement, aimer certains trucs. Certains aiment déjà conduire, certains aiment déjà les sports de combat, etc. Ou enfin, tout ce qui va être lié à certains types de mouvements, à certains comportements. Et malheureusement, la société nous conforme à suivre un chemin bien précis. Il nous éloigne de ça et ça crée des frustrations par le futur, etc. Bref, c'est ce qui m'a permis de me dire, hey Kev, toi, tu essaies de changer de cursus en faisant ce parcours académique-là.
Figurez-vous, parce que je m'étais inscrit en université en business management à l'époque. Et du coup, je me suis dit, non, ok, fais le truc que t'aimes vraiment, ce qui est en toi, ce que ton instinct animal a créé. Okay, c'est travailler dans le monde du mouvement, de la santé, du fitness. Du coup, j'ai décidé de m'engager à ça à 100%. Et il parle également de l'apprentissage. L'apprentissage qui consiste à avoir un mentor, en expliquant que c'est le meilleur apprentissage qui existe. Et c'est vrai. Et pourquoi c'est le meilleur apprentissage qui existe? Parce que il y a deux façons d'apprendre, je dis à chaque fois. Le parcours académique ne s'attarde que sur une de ces façons d'apprendre qui est certes intéressant, mais néglige l'autre aspect qui est tout aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant selon moi, qui est l'apprentissage via negativa, que j'ai appris également de mon auteur préféré, Nassim Taleb. Et cet apprentissage, ce type d'apprentissage nous pousse à apprendre ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? À travers les erreurs que d'autres éventuellement ont pu commettre. D'où l'idée d'avoir un mentor, s'entourer de personnes qui peuvent vous guider dans ce métier-là. Et du coup, vous allez éviter de nombreuses erreurs. Parce que devinez quoi? Vous allez en commettre des erreurs. Malgré le fait que vous ayez été encadré par énormément de personnes, des personnes bienveillantes, des personnes très compétentes, vous allez commettre des erreurs. Mais vous allez en éviter des centaines et des milliers qui vont vous faire économiser des années d'apprentissage. Et moi, c'est ce qui m'a servi. J'ai eu la chance d'avoir de très bons mentors dans des secteurs bien spécifiques liés à notre métier et j'en serai toujours reconnaissant. Voilà pourquoi j'ai fait 300 épisodes. J'ai été invité dans je sais pas combien d'épisodes de podcast. J'ai toujours mentionné mon mentor. Shout out à mon gars AB. I love you dog. J'ai dit toujours la même phrase parce que certes, aujourd'hui, j'ai des connaissances que même lui n'a pas sur certains sujets parce que j'ai poussé le truc même plus loin sur certains aspects. Mais c'est lui qui m'a enseigné les valeurs, c'est lui qui m'a permis de ne pas commettre certaines erreurs qui m'ont coûté des années, une décennie d'erreurs. Donc, je serai toujours extrêmement reconnaissant. Trouver un mentor, c'est un vrai game changer. Et je ne dis pas ça encore une fois parce que là, en ce moment, bien entendu, il y a ma formation qui commence. Mais c'est ça l'avantage. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon programme un mentorat et pas juste un programme de programmation. Non, parce qu'un mentor, il est là, il est investi, il fait le taf avec vous, il vous suit, il vous explique, il y a un parcours personnel, il y a des anecdotes et tout ça, c'est négligé dans le parcours académique alors que dans la vraie vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc les amis, c'est la première erreur que les jeunes coachs commettent. Maintenant, si on venait à parler des erreurs techniques, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il y a un manque de personnalisation des programmes. Dans le parcours académique, encore une fois, standard, tout est généralisé. Et si tout est généralisé, eh bien, tous les protocoles qui nous sont offerts sont également génériques. Et on se retrouve donc à offrir des programmes génériques à nos clients. On ne nous apprend pas à individualiser les choses de la meilleure des façons. Et là, je parle d'un point de vue uniquement physiologique. Donc la plupart des coachs font ça, vous donnent, c'est du 8 à 12 au squat. Mais est-ce que ton client peut vraiment faire un squat? Est-ce qu'il a les capacités pour le faire? Ok, c'est 8 à 12 au deadlift. Mais est-ce que ta cliente aime vraiment faire le deadlift au final? Oui, tu l'as fait. Il y a plein de critères à prendre en considération. Et du coup, je pense que le manque de personnalisation, c'est un des plus grands fléaux du parcours académique. Et encore une fois, c'est fait à cause des racines même de ce parcours académique où tout doit être généralisé. Et malheureusement, c'est un des plus grands fléaux de l'industrie de la santé de manière générale. C'est un truc que je critique depuis longtemps. Tout est fait de manière algorithmique et c'est pourquoi d'ailleurs certains métiers vont être remplacés par l'intelligence artificielle parce que ces calculs algorithmiques peuvent être faits par n'importe quelle IA de manière beaucoup plus pertinente et avec une marge d'erreur qui est moindre. Donc, gardez ça en tête, ceux qui font du générique. Vous allez sauter les mecs. Et j'aime ça. J'aime cette idée. J'aime savoir que vous allez partir. Vous n'allez pas survivre. Ceux qui vont survivre sont ceux qui ont la capacité de s'adapter et d'individualiser. Moi, ça me rend heureux. Deuxième chose ici que je voulais mentionner, du coup, c'est la sous-estimation de l'importance de la communication. Je pense sincèrement que la plupart des professionnels du sport et de la santé, lorsqu'ils entament leur carrière, et même plus tard dans leur carrière, n'ont jamais développé cet art de la communication. Or, c'est l'une des parties clés de notre métier. On doit être capable de communiquer de manière effective à nos clients afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est très important. Et souvent, ce que j'observe, c'est qu'on a ces entraîneurs qui ont fait leur parcours académique, universitaire, un master, deux masters, et qui se retrouvent à entraîner Suzy, parce que la vérité, c'est ça, c'est que vous croyez que vous allez entraîner des superstars, alors qu'en fait, vous entraînez Suzy, Suzanne, Jacques et Joe, et eux, ils savent même pas ce qu'est votre articulation scapulo-thoracique, ils ne savent même pas ce qu'est le quadriceps. Et vous êtes là, vous utilisez des termes super complets. Oui, alors là,
on va travailler sur le plan frontal et transversal, ensuite avec l'articulation scap. Hey, c'est Suzy, fam. Calm down. Il faut parler le langage des gens et il faut savoir essayer de vendre votre programme de la bonne des façons, ok? Et par vendre, j'entends pas l'aspect financier ici, je parle de simplement communiquer avec la langue des gens. Et je pense entre autres que mon podcast a bien fonctionné parce que je sais vulgariser juste assez, je sais garder l'aspect technique à un niveau qui est décent pour que tout le monde puisse comprendre, pour que les professionnels du sport et de la santé ne soient pas frustrés, mais que la personne moyenne qui est un enthousiaste de sport arrive à comprendre ce que je dis. Et je pense que c'est vraiment la clé et l'une des choses qui est la plus négligée. D'ailleurs, petit tip que je vais donner ici gratuit, lorsque vous pensez à un exercice et que vous êtes un jeune coach ou moins jeune coach, peu importe, eh bien vous devriez avoir certains indices pour chaque exercice qui doit être communiqué de la manière la plus imagée et simple possible. Je vous donne un exemple. Tu penses à un exercice de tirage où tu dois rétracter tes omoplates, ramener donc tes omoplates vers l'arrière. Eh bien, simple, en disant, hey, j'ai envie que tu ramènes tes omoplates vers l'arrière en pensant à ça comme si tu allais coincer une pièce de 2 € entre tes omoplates. Un indice simple. Et pour chaque exercice, vous devriez en avoir plusieurs. Parce que en fonction de la personne que vous allez avoir en face de vous, eh bien, on doit être capable de communiquer de manière effective. Et j'entends encore une fois par là que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, petit tip ici que vous devrez garder en tête. Peut-être prenez note de ces différents indices. Vous le faites peut-être intuitivement, mais c'est intéressant de le systématiser, de l'organiser. Ensuite, troisième point qui est important, c'est que la plupart des jeunes coachs placent un focus excessif sur la performance. Et ça, c'est ce que je retrouve à chaque fois. Les gens qui s'attardent que sur des modalités super avancées. Encore une fois, la plupart des gens qui sortent de leur parcours universitaire se disent « Ah, je vais entraîner des athlètes. Je vais être un préparateur physique. Je vais entraîner telle et telle personne. » Mais non, ça n'arrivera pas, les amis. On est peut-être 0,1%, 0,01% des coachs à entraîner des athlètes du plus haut niveau. Et même ces gens, on m'inclut en moi, qui entraînent des athlètes du plus haut niveau, eh bien, arrivent à créer leur business grâce à la population générale. Et le problème, c'est qu'on vous apprend tous ces trucs sexy sur comment entraîner des athlètes, des méthodes avancées, etc. Alors que vous n'allez peut-être jamais entraîner des athlètes du plus haut niveau. Et même si vous veniez à les entraîner, eh bien ça ne représenterait qu'une petite partie de votre portefeuille client. Et peut-être même que vous n'allez pas être capable d'utiliser ces méthodes les plus avancées avec ces différents athlètes que vous entraînez. Et c'est la vérité que personne ne vous dit. Encore une fois, on vous vend du rêve. On dit oui, tu vas faire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas entraîner Joe, Jacques et Suzy. Okay? Et Joe, Jacques et Suzy, ils ont mal au genou, au dos, au coude, à l'épaule. Et ça m'amène à parler d'un autre point qui est que, là je peux le dire de manière assez confiante, que 100% de la population avec qui vous allez travailler souffre de douleur quelque part. Je n'ai jamais travaillé avec quiconque qui n'avait pas de douleur. On a toujours des petites douleurs qu'on traîne ici et là. Les athlètes de haut niveau, j'en parle même pas. C'est une vraie catastrophe. Et malheureusement, on nous apprend à développer plein de trucs, mais on ne nous apprend pas à aborder justement ces articulations qui sont douloureuses. Et du coup, on se retrouve avec plein de lacunes. Les conseils qu'on donne, c'est hey, évite ça, évite ça, évite ça. Non, mais on doit apporter des solutions. Et c'est pourquoi moi, il y a plusieurs années de cela, eh bien, j'ai décidé de me former là-dessus. J'ai décidé d'apprendre, j'ai décidé de vraiment faire mes recherches et de pratiquer sur moi, sur d'autres. Et j'ai pu aider des centaines, à ce jour des milliers de personnes et des dizaines d'athlètes du plus haut niveau. Et aujourd'hui, ma réputation, je l'ai faite grâce à ça. Et mes résultats, sur tous les aspects d'un point de vue carrière ou autre, grâce à ça, parce que j'ai compris que je devais allier les deux. Ok, comment on fait pour développer les trucs que vous voulez développer et comment on fait pour traiter cet aspect douleur qui vous ralentit, qui gêne votre quotidien. Parce que mon but, c'est avant toute chose de faire en sorte que vous ayez un meilleur quotidien à travers un corps en bonne santé. Mon but, c'est d'améliorer votre bien-être. Et ça va au-delà de simplement être le coach militaire go, 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 ou le coach qui s'attarde que sur des modalités avancées de performance. Ça va bien au-delà de ça. Et croyez-moi, si vous arrivez à aider quelqu'un à sortir de la douleur, eh bien c'est un client que vous allez avoir à vie. Moi, tous mes clients, je les entraîne depuis des années et des années. Mes athlètes également, même si on ne peut plus aujourd'hui, parce que c'est moi souvent qui n'ai pas l'emploi du temps pour subvenir à leurs besoins en termes de déplacement, eh bien on est toujours en contact, je suis toujours la personne de référence, je suis toujours le consultant, etc.
etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est un vrai game changer. Vous devriez développer vos connaissances générales sur comment gérer la population générale en prenant en considération les différents aspects que j'ai mentionnés, la douleur, les problèmes articulaires, les limitations articulaires, etc. C'est un vrai game changer ici. Et ensuite, un point que j'ai noté ici, c'est de négliger l'éducation continue. Okay, certains pensent qu'une fois qu'ils sont certifiés ou ont passé leur diplôme, eh bien, ils savent tout. Et je ne me rappelle plus de ce phénomène-là, comment on appelle ça. Mais moins on en sait, plus on croit qu'on sait. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Okay, et plus vous allez avancer dans vos connaissances, plus vous allez vous rendre compte que la science de l'entraînement, c'est quelque chose de complexe et que, effectivement, on n'a pas réponse à tout et que parfois les réponses qu'on avait tendance à donner de manière directe, eh bien, au final, ça demande un peu plus de recherche et que ce n'est pas exactement ce qu'on nous a dit dans le livre. Parce qu'encore une fois, dans le livre, c'est très générique. Le parcours académique, c'est très algorithmique et très généralisé. C'est ça, t'as ça, ok, c'est ça. Par conséquent, tu fais ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. On néglige beaucoup d'aspects ici. Donc, continuez à vous former. C'est très important. De ce point de vue-là, vous allez pouvoir développer des connaissances qui vont vous amener des résultats avec vos clients, encore une fois. Et ce qui est intéressant avec cette industrie, c'est un truc que j'ai vraiment aimé directement quand je suis rentré dans cette industrie, c'est qu'il y a différents experts qui ont différentes connaissances. Et du coup, vous pouvez sélectionner, vous dire, ah, lui, il est bon dans ça, lui, il est bon dans ça, elle est bonne dans ça, ben, je vais faire une formation avec elle, je vais me former avec elle, et vous ajoutez plus d'outils à votre boîte à outils. C'est ce qui vous permettra d'aider une plus grande partie de la population qui viendra éventuellement vous contacter. Vous serez armé. Peu importe la situation, les amis, vous serez armé. Et finalement, peut-être le point le plus important, c'est que la plupart des jeunes coachs n'ont aucune connaissance sur comment développer et booster leur business. Parce que on nous a fait croire que hey, tu fais ton parcours académique, tu as ton diplôme, tu montes. Les gens pensent qu'en fait, tu montes ton diplôme. Et il y en a qui mettent ça sur leur bio Instagram. Diplôme de master en machin. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Regardez-moi dans les yeux encore une fois, les amis. Tout le monde s'en fout de vos diplômes. Tout le monde. Vos clients veulent voir un professionnel compétent qui sait communiquer de manière effective et qui apporte des résultats. Vos diplômes, on s'en fout. Et donc, ça me pousse à vous dire encore une fois, malheureusement, un rappel à la réalité qui c'est un choc pour beaucoup qui ne comprennent pas que les gens ne vont pas venir sonner à votre porte parce que vous avez un master, parce que vous avez un doctorat ou peu importe. Non, les gens vont venir parce que vous savez aguicher cette personne, vous savez communiquer encore une fois de manière effective et les gens vont dire ah, t'as un message qui résonne, t'as l'air professionnel, t'as déjà eu des résultats avec une certaine personne et une autre. Du coup, j'ai entendu grâce à ce bouche à oreille qui est le meilleur marketing d'ailleurs que t'es la personne adaptée pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Donc déjà, soyez votre propre success story, c'est ce que je dis à chaque fois. Ensuite, créez des success stories avec vos clients et c'est ainsi que votre carnet d'adresses va augmenter et il faudra savoir gérer le tout. Et bien entendu, tout ça, ça s'apprend. Mais le parcours académique ne nous apprend pas ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est frustrant. Je trouve presque même que c'est grave en fait. C'est grave que je sois l'un des seuls à avoir ramené ça dans la francophonie. Je pense, on peut se le dire aujourd'hui, quand j'ai commencé mon programme mentorat, j'étais un des seuls à dire hey, on va parler business, on va parler de comment gérer votre portefeuille client, l'aspect marketing, branding, etc. C'est un truc que personne n'abordait ça. Maintenant, on voit les mentorats fleurir de partout, les académies, etc. Tout le monde vous dit ça. Des pubs sur le net, des gars qui vont vous dire vous allez faire 10 000 euros en une semaine. Faut ma formation, tu vas faire 10 000 euros en une semaine. Encore une fois, des charlatans. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas un sujet qui est tabou, c'est quelque chose qui doit être étudié, développé et qui doit être agencé de la meilleure des façons. Donc voici certaines erreurs que vous ne voulez pas commettre, que vous soyez un jeune coach ou moins jeune coach. Je pense que ce sont des choses à garder en tête. D'ailleurs, je vais continuer avec le Shameless Plug ici. Si vous voulez en apprendre plus, eh bien, participez à mon programme Mentorship. Plus de 500 personnes ont été formées. Il y a des résultats extraordinaires. Je vous le dis sur tous les aspects, mental, carrière, résultats personnels et sur leurs clients. Les gars, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je l'avais dit avant de commencer. Maintenant, les preuves sociales sont là. Et j'ai hâte de partager avec une nouvelle vague. Et j'ai hâte qu'on continue ensemble à changer cette industrie. Mon but, c'est ça. Je sais qu'on fait le plus beau métier du monde. Et ce plus beau métier du monde doit être mis en valeur. Et ça me frustre lorsque notre si beau métier, qui nous permet de changer la biologie des gens, amener ce bien-être que les gens recherchent tant, est simplement résumé à ce gars militaire un peu qui compte des reps et qui a des abdos, etc. Non, ça va bien au-delà de ça et je pense que c'est ce qu'on peut offrir une fois qu'on est un professionnel compétent et c'est ce que je cherche à partager avec mes collègues qui voudront bien, entendu, partager avec moi par la même occasion. Donc voilà tous les amis, checkez tous les liens dans la description. Dernier Shameless Plug, il y a mon programme encore hybride, pardonnez-moi, pied cheville bulletproof qui est à moins 50% jusqu'au 21 septembre. Donc profitez-en, vous êtes déjà plusieurs à l'avoir acquis et j'ai reçu énormément de retours positifs. Donc les gars, hey, c'est à intégrer
intégrer dans votre routine, croyez-moi, un vrai game changer. Nous, on se voit à Slash Parle très bientôt. Peace!